Ladies and gentlemen, permit me to introduce to you a congress of the Rough Riders of the world. Rodéo, tir au fusil, jeu de lasso, chasse au bison, attaque de diligence. Après avoir conquis plusieurs millions de spectateurs aux États-Unis d'Amérique, le Buffalo Bills Wild West, spectacle équestre au numéro virevoltant, plante sa piste endiablée au pied de la Tour Eiffel le 2 avril 1905. À sa tête, Buffalo Bill, cow-boy à la barbichette légendaire, héros de plusieurs milliers d'ouvrages et d'une cinquantaine de films. Buffalo Bill, c'est l'homme de l'Ouest par excellence. Si vous interrogez aujourd'hui les gens et que vous leur demandez de citer des personnages emblématiques de l'Ouest américain, il y a de très fortes chances pour qu'ils vous répondent Buffalo Bill. C'est un showman. C'est quelqu'un qui sait se mettre en spectacle, qui sait se mettre en scène, et il est au centre de ce show, bien sûr. C'est par ses proportions colossales, par le charisme des peaux rouges et par ses reconstitutions historiques que cet hommage à la mythique conquête de l'Ouest séduit des dizaines de milliers de Parisiens. Il a inventé le spectacle du Far West et il l'a transporté à travers toute l'Amérique et puis en Europe pour que les Européens ici, qui n'en avaient aucune idée, voient ce que pouvait être le Far West. Nourri par ses légendes, ses aventures pittoresques et ses barbaries sanguinaires, comment celui que l'on surnomme chasseur de bisons a-t-il conçu, mis en scène et déplacé une entreprise de plus de 800 employés et près d'un demi-millier d'animaux? Le Wild West Show de Buffalo Bill représente l'avènement du divertissement de masse à la charnière entre le 19e siècle et le 20e siècle. Au cœur de ce Paris de la Belle Époque, où café, musée et bal musette vibrent au rythme des galops, Buffalo Bill, le cow-boy le plus célèbre de la planète, se positionne sans complexe comme l'inventeur d'un monde idéalisé, avec pour seul mot d'ordre, divertir. Après plus d'une centaine de dates parisiennes, le Buffalo Bills Wild West s'apprête à sillonner l'Hexagone à bord de son convoi spécial. Du nord au sud, d'est en ouest, la troupe entame une série de plus de 500 représentations européennes, par une tournée marathon de plusieurs mois, au cœur de 117 villes françaises. Buffalo Bill était déjà venu en France en 1889. Son spectacle avait été créé en 1883 aux États-Unis. Il revient en 1905 pour ce qui sera sa tournée d'adieu en Europe. Et en France, il va parcourir un très grand nombre de villes, bien sûr Paris, Lyon, Bordeaux, mais également des villes de moins d'importance à l'époque, en tout cas comme Moulins, Lons-le-Saunier, La Rochelle, Le Havre. Et à chaque fois, ce qui est mis en avant, c'est le fait que c'est sa tournée d'adieu. C'est la dernière occasion où les foules peuvent venir le voir présenter son spectacle, qui était vraiment un spectacle d'ampleur internationale. Donc cette tournée est un spectacle qui a un immense retentissement. Il est acclamé, il est reconnu partout, et il est célébré vraiment comme l'Américain le plus reconnu, le plus photographié. Il devient une véritable icône, non seulement en tant qu'homme de spectacle, mais aussi comme représentant de l'Amérique. Il est déjà très connu puisque les affiches qui donc sont placardées sur les murs de la ville représentent un bison, qui est son animal totem, Buffalo Bill,
Son visage, avec le fameux Stetson sur la tête, est juste 2 mots, « je viens ». Et cela suffit pour le public qui sait qu'il s'agit de Buffalo Bill. Comme l'annoncent les nombreuses affiches promotionnelles dont la presse se fait l'écho, quelque chose de nouveau va paraître, quelque chose d'héroïque, quelque chose de réel, plus grandiose que jamais. Ne manquez pas cette dernière occasion. Il y avait 2 représentations par jour, l'une à 14h et la seconde à 20h, grâce à l'électricité qui permettait d'éclairer le spectacle le soir. En amont, parce qu'il y a eu de meilleures publicités, la troupe paradait dans la ville avant le premier spectacle, donc dans la matinée. Tout le long du boulevard, les curieux qui se sont levés de bonne heure pour assister au défilé forment une haie. Buffalo Bill donne le tempo dans cet avant-goût de spectacle. Ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer un billet d'entrée pour le spectacle avaient au moins droit à cette parade gratuite qui attirait bien sûr les enfants, mais aussi les adultes qui étaient très enthousiastes à l'idée de voir ce show assez exceptionnel. Il est 14h. La fanfare du Buffalo Bills Band, sous la direction de William Sweeney, entonne l'hymne américain. Le spectacle consiste essentiellement en une série de numéros considérés comme typiques de la vie et de l'histoire de l'Ouest américain, avec de véritables protagonistes, les animaux, les cow-boys, les Indiens, qui représentent la quintessence du spectacle. Au programme des 24 numéros, les Bucking Broncos, domptant des chevaux indomptables, dans des exercices des plus audacieux et des plus dangereux. Cow-boys lancés au galop, capture de chevaux sauvages. Et voici l'illustre Johnny Baker, dans son numéro de tir renversant. Le Mexicain, Vicente Oropeza, virevolte avec toute l'élégance et l'agilité qui le caractérisent. Tout aussi agile, ses étalons s'adonnent à un sport national très en vogue. C'est un spectacle qui éveille tous les sens des spectateurs. Vous avez les odeurs des animaux, vous avez également les cris, les coups de feu, le martèlement des sabots. C'est une expérience excitante pour la plupart des spectateurs. Et donc, ils ont vraiment le sentiment de vivre l'histoire de l'Ouest par procuration. À Brest, les applaudissements sont frénétiques. La dépêche du 13 septembre 1905 décrit une puissante reconstitution, constituée de scènes dramatiques, parfois aussi amusantes, voire humoristiques, mais toujours intensément vécues. Ce qui n'empêche pas quelques débordements. La troupe a joué à guichet fermé ce jour-là. Et les badauds, mécontents de ne pas avoir reçu leur ticket, ont grimpé aux arbres et ont provoqué des troubles à l'ordre public que la police a eu beaucoup de mal à contenir. En Europe, on est dans une époque où on assiste à l'éclosion d'une culture de masse et où le public est très friand de tout ce qui est exotique. Donc on se rend compte qu'au fur et à mesure, Buffalo Bill va intégrer à la troupe des acrobates, des cavaliers qui viennent du fin fond de la steppe et d'Extrême-Orient. Appréciez les Cosaques du Caucase dans leurs manœuvres équestres.
Incomparables dans leur jeu d'adresse et de force athlétique, les Japonais rivalisent d'inventivité. C'est un spectacle qui a duré plusieurs décennies, que beaucoup de gens avaient vu, et donc à chaque fois, il a essayé de coller avec l'actualité, et il fallait à chaque fois rajouter une dimension supplémentaire pour régénérer l'intérêt du spectacle, en fait. Et on dit que quand on va voir Buffalo Bill, on va voir le monde en raccourci. Remarquez le parfait synchronisme des zouaves d'Evelyn, milice des États-Unis. Maniement d'armes, marche, contre-marche, étonnante habileté sans le secours d'aucune échelle. Parade militaire, grande manœuvre d'artillerie, démonstration de canon à tir, dernier cri. Le Wild West Show est en fait une vitrine de la puissance américaine qui se veut militaire. Et c'est pour ça que dans le spectacle, il y a la mise en scène des armes. Pour l'industrie de l'armement américaine, ce spectacle est en fait une façon de la promouvoir. Donc c'est la puissance américaine, la victoire de l'Occident et d'une certaine manière du colonialisme, parce que la conquête de l'Ouest, c'est de l'impérialisme américain. En fait, l'Ouest va incarner l'Amérique, et l'Ouest va incarner le Nouveau Monde, et va incarner le gigantisme du Nouveau Monde qui frappe les Européens et en même temps les attire. Parce que l'Ouest va représenter ce qu'a toujours représenté le Nouveau Monde en Europe, c'est-à-dire l'espoir d'une nouvelle vie, quelque chose de différent, à la fois exotique et moderne. Tout le monde se bouscule pour voir en chair et en os l'Américain le plus célèbre au monde. Si Buffalo Bill n'impose sa stature de cavalier émérite que de manière sporadique, il apparaît en outre comme un artiste hors norme, un commercial surdoué, venu vendre du rêve, le sien. Contrôlant tout depuis les coulisses, le chef, c'est lui. Au gigantisme du spectacle s'ajoute la démesure du dispositif. La rapidité et la précision avec lesquelles le chapiteau venu de l'Ouest sauvage était érigé témoignent de cette incroyable logistique. Le bateau, il quitte New York. À bord, il y a les hommes, les femmes, les animaux, les caisses de matériel, les caisses de nourriture, de quoi monter les tentes, les tipis, etc. Et on traverse l'Atlantique et on arrive au Havre. Et au Havre, eh bien, la foule attend ce bateau. Ça fait des jours qu'ils attendent ce bateau. Ils regardent comme ça si le bateau va arriver. Buffalo Bill, c'est dans tous les journaux. Ça fait des semaines et des semaines que c'est dans tous les journaux. Parce que la communication de Buffalo Bill et du Wild West Show est très bien organisée ici par l'équipe de Buffalo Bill qui est déjà en France. Le service des réclames voyage une quinzaine de jours en amont de la troupe, à bord d'un wagon de chemin de fer spécialement conçu à cet effet. Envoyés aux quatre coins du pays, les hommes de Buffalo Bill s'assurent des emplacements les plus stratégiques qu'ils couvriront. Tous les matins, une énorme bouilloire sert à faire la pâte nécessaire au collage de milliers d'affiches. Au total, ce sont quelques 20 000 imprimés qui ornent quotidiennement villes et campagnes de l'Hexagone. Et puis il y a des trains qui vont partir du Havre, 3 trains, un pour les êtres humains, un pour les animaux et le bétail, et un pour le matériel. Le trajet en train
est un peu fait pour faire plaisir aux journalistes français qui boivent du champagne tellement qu'il y a des témoignages qui disent qu'ils en ont même offert au personnel du train parce qu'il y en avait trop. Buffalo Bill a réussi ce truc de créer l'amitié entre l'Amérique et la France. Tous les jours, vers 7 heures du matin, le Far West débarque sous l'œil médusé des curieux, venus assister à ce spectacle avant le spectacle. Chevaux, bœufs, bisons. En un temps record, artistes, animaux et matériels rejoignent le champ de foire où le montage de la piste endiablée s'opère dans la foulée selon un cahier des charges aux chiffres étourdissants. 1200 pieux, 4000 mâts, 30 000 mètres de cordage, 23 000 mètres de toile, 10 000 pièces de bois et de ferraille en tout genre. Pour les représentations nocturnes, des centaines de luminaires conçus par l'illustre Thomas Edison éclairent la piste. Autour de la vaste arène s'étendent 8000 gradins, entièrement abrités par un immense pavillon imperméable. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, le spectacle brave les intempéries. À l'horizon, montagnes, canyons, torrents, rochers en carton-pâte, une immense toile représentant l'Ouest mythique masque l'entrée des coulisses. L'illusion est parfaite. L'immersion totale. On n'avait jamais vu un spectacle pareil depuis les spectacles de l'Antiquité grecque et romaine. Le nombre d'animaux, le nombre d'êtres humains mobilisés, le matériel, la mécanique. Il fallait des bouches à incendie, il fallait des contrôles vétérinaires. C'était une entreprise commercialement extrêmement intéressante. Il a apporté du travail à des milliers de gens, ce Buffalo Bill. Des Américains, des Américaines, et ici en France, et partout dans les villes où il allait. Au sein des communes, les commerçants prennent eux aussi part au spectacle, fournissant la troupe en denrées essentielles. C'est ainsi que le 11 juin 1905, dans la petite commune de Flers, sont distribuées 3 tonnes de foin, 4 tonnes de paille, 3 tonnes d'avoine, 300 litres de lait. Dans les cuisines du Wild West, l'équipe gastronomique s'active à régaler les cow-boys. Sont ainsi quotidiennement consommés 500 kg de pain, 600 kg de viande, 400 kg de pommes de terre, 80 kg de confiture. Cerise sur le gâteau, des douceurs mexicaines sont spécialement concoctées par les chefs pour aiguiser les papilles des spectateurs aux mirettes déjà bien rassasiées. Est-ce qu'il a apporté l'Amérique à tous ces Français et Françaises qui ne connaissaient rien? Oui, une certaine Amérique. Ils se sont mis à manger du pop-corn. En France, on a découvert que le maïs n'était pas que pour les animaux, grâce à Buffalo Bill. Il y a des choses comme ça. Il est 11 heures. L'immense chapiteau de 125 mètres de long par 40 de large culmine. À distance respectable, un village éphémère de plus de 200 tentes abrite la troupe au grand complet. En amont de chaque représentation, les spectateurs sont conviés à y rencontrer les artistes, à assister aux derniers préparatifs, à découvrir les décors des scènes de bataille. Les plus jeunes cavalent au cœur de la ménagerie, où chevaux, vaches et mules trottent en toute liberté. L'enclos des bêtes sauvages, quant à lui, est placé sous haute protection. À Moulins, les enfants n'oublieront jamais ce 18 août 1905. Au détour de cette promenade exotique, le théâtre des singes rythme la visite sous la tente des phénomènes, où l'on croise des personnages aussi curieux qu'insolites. Mademoiselle Octavia, la charmeuse de serpents. Frank Marwood, l'homme aux 1000 tatouages. Aaron Moore, le géant de 2,22 m.
La princesse Numa Awa. 82 cm. Alors il y avait d'autres spectacles à la même époque, notamment ceux de l'américain Barnum, qui était un véritable cirque itinérant de la même manière. Mais Buffalo Bill, lui, souhaitait qu'on ne considère pas son spectacle comme un cirque. Même s'il y avait des phénomènes, même s'il y avait des numéros d'acrobates ou autres, ce qui le caractérisait, c'était la reconstitution de scènes réelles avec une visée éducative. Et le public qui venait là aussi pour apprendre et dans un but culturel. C'est sans compter qu'à l'issue du spectacle, chacun emportait des cartes postales souvenirs. Une biographie du Grand Bill, dédicacée pour les plus chanceux. Les plus jeunes repartaient quant à eux, armés jusqu'aux dents. Et avec une tirelire à l'effigie d'un animal de compagnie, peu recommandable à la maison. Tout était conçu pour que l'événement reste gravé dans les mémoires. Il y a effectivement tout un merchandising qui est mis en place, et c'est vraiment le début du marketing de grande ampleur, par Buffalo Bill lui-même ou par les gens qui le conseillent, où il s'agit non seulement de faire entrer les gens dans le spectacle, mais aussi de leur vendre des produits. Parmi les produits qui étaient proposés en souvenir, il y avait des petites statuettes représentant Buffalo Bill sur son cheval en train de lancer son lasso, des pipes, des boîtes de savon, des boîtes de biscuits, des verres sculptés, des figurines. Buffalo Bill devient vraiment une marque. Et donc les gens achetaient ça et c'était un complément de recette bienvenu aussi pour le spectacle. Notre businessman mise sur la surenchère, n'hésitant pas à investir dans de vastes opérations marketing. Face aux dépenses exorbitantes, un minimum de 70 000 francs de recettes était requis chaque jour, et ce, malgré un spectacle peu onéreux. Ainsi, pour une place de deuxième catégorie, il fallait compter 1,50 franc. 2,50 francs en première catégorie, 8 pour une place en loge. Et pour les moins de 10 ans, c'était moitié prix. Témoin de notre première mondialisation, le Buffalo Bill's Wild West, c'est la naissance du divertissement de masse. L'avènement de l'ère publicitaire, l'essor de la communication à grande échelle. Homme de l'ombre et manager personnel du show, John Burke veille à ce que l'image du cow-boy à la barbichette légendaire demeure en tout point flamboyante. Prêt à tout pour faire parler de lui, Buffalo Bill prend la pose pour les journalistes en quête de sensationnel. Superbe, dans son prestigieux costume de parade. La célébrité, Buffalo Bill la côtoie depuis plus de 3 décennies. Avec son spectacle itinérant, il voyage avec une parcelle de sa terre natale, un pan historique de la conquête de l'Ouest et de son existence personnelle. Buffalo Bill, de son vrai nom, c'est William Cody. Il est né en 1846 dans l'Iowa. C'est quelqu'un qui va se retrouver très rapidement avec beaucoup de responsabilités puisqu'il perd son père lorsqu'il a 11 ans. Et ça va être très difficile pour lui puisqu'il va devoir subvenir aux besoins des siens et c'est très rapidement qu'il va exercer 1000 petits boulots du genre porteur les dépêches pour le Pony Express. Il va s'engager dans les rangs d'une bande de partisans nordistes pendant la guerre de sécession, puis il va être soldat. Et au moment de sa démobilisation, c'est par hasard qu'il va se retrouver chasseur pour le compte de l'Union Pacific, qui est l'une des 2 compagnies ferroviaires chargées de construire le premier transcontinental américain. Et pendant une période de quelques mois seulement, on le crédite d'avoir abattu 4290 bisons pour nourrir les ouvriers du chantier. C'est là que la légende naît, il va s'appeler désormais Buffalo Bill.
Cette performance va contribuer à sa popularité jusque dans l'Est et un publiciste du nom de Ned Buttline va aller le rencontrer et écrire plusieurs libellés qui vont contribuer à faire naître sa légende. Cela va le rendre immensément populaire aux États-Unis et il va être appelé sur les planches pour jouer son propre rôle dans une pièce de théâtre qui va s'appeler The Scouts of the Plains. Cette expérience sur scène est si concluante que Buffalo Bill va avoir pour la première fois l'idée de monter son spectacle, ce fameux Wild West Show, qui naîtra en 1883 et qui va avoir immédiatement un succès considérable. Si le chasseur de bisons le plus célèbre de l'histoire peut se targuer d'un curriculum vitae impressionnant, l'image qu'il renvoie est celle d'un homme de spectacle accompli, d'un businessman inflexible et d'un entrepreneur ambitieux. Un aspect important de la complexité du personnage de Buffalo Bill, c'est qu'il a mis en scène le monde qu'il a lui-même détruit. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit que la conquête de l'Ouest, c'est la destruction de la nature, par les mines par exemple, par les chemins de fer, et la destruction de civilisations. Et même si à l'époque il est vu comme un héros, il est quand même emblématique de ce monde qui a disparu. On a souvent une assez mauvaise image de Buffalo Bill. On a tendance à penser que c'était un macho, un chasseur, un tueur, un type sanguinaire, et c'est un peu plus subtil que ça. D'abord, le père de Buffalo Bill a été tué par les esclavagistes, car il était abolitionniste, contre l'esclavage. L'influence politique de ça, elle est extraordinaire. Et Buffalo Bill, ensuite, va se montrer du côté démocrate. Il va même être à un moment en lice pour des élections du Parti démocrate. Et puis, il y a un signe très important aussi, c'est qu'il a toujours été en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il s'est prononcé pour le droit de vote des femmes, par exemple, ce qui à l'époque était complètement invraisemblable. Un personnage comme ça, qui, on peut dire, cultive une certaine virilité, n'est pourtant pas du tout misogyne. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain, coming round the mountain. She'll be coming round the mountain when she comes. Lui-même, en tant que gérant de spectacle, favorise l'égalité. Il a mis en avant Annie Oakley, la tireuse d'élite, qui touchait le 2e meilleur salaire après lui dans la troupe. Et puis, il va employer des femmes, il va embaucher des femmes dans son spectacle qui font des choses exactement comme les hommes. When the circus comes to town, I want to see the old and shooting match from A to Z. I want to see the clown as he runs about the town. I want to hear the sing piano play. Donc ce côté féministe de Buffalo Bill, il est trop peu connu. Et un bon exemple, c'est quand il va arriver en France avec le Wild West Show en 1889. Il va rencontrer la peintre animalière Rosa Bonheur. Elle vient voir les bisons et elle va devenir artiste en résidence sur le Wild West Show et elle va finir par faire son portrait, dont il dira à sa femme en envoyant le portrait aux États-Unis: si la maison brûle, tu sauves une seule chose, c'est le portrait que Rosa Bonheur a fait de moi. Le portrait, il est tellement réussi et il plaît tellement à Buffalo Bill que cette image va être utilisée ensuite, en 1905, dans le programme du spectacle et sur des affiches. De manière générale, Buffalo Bill est très aimé, très apprécié, et tout le monde veut voir son spectacle, y compris dans les hautes sphères de l'État ou du royaume. Par exemple, au Royaume-Uni, la reine Victoria s'est précipitée pour aller voir le spectacle du Wild West Show. Il est donc ami avec des gens comme ça, et des artistes vont même lui rendre hommage. On connaît même des partitions qui ont été écrites pour Buffalo Bill, sur Buffalo Bill, par des compositeurs français. Ces morceaux sont souvent très enjoués, très gais, parce que le spectacle était gai.
il est reconnu comme tel. Les gens viennent s'amuser aussi, s'instruire et s'amuser. Et donc les morceaux de musique reflètent un petit peu ça, les cavalcades et le caractère endiablé du spectacle. Toutes les affiches et tous les spectacles insistent sur le fait que le show est unique, authentique, que c'est le vrai, qu'il ne faut pas le confondre avec des imitateurs. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement le spectacle a un tel succès qu'il se crée des parodies ou qu'il se crée des imitations ou qu'il y a d'autres shows qui circulent, bien que de moindre ampleur. Parmi les parodies, il y a celle notamment de Cachalo Ball, où on voit des Français à Paris qui se déguisent en cow-boy, qui se déguisent en indiens. C'est un show qui a un immense succès, et ce qui est amusant, c'est que des gens de la troupe de Buffalo Bill viennent assister à ce spectacle et le trouvent très drôle. Et ils rient beaucoup de se voir eux-mêmes parodiés, alors que même après tout étaient des acteurs qui jouaient un rôle. Donc c'est une parodie de la parodie. Autre spectacle qui là est également une copie, celui de Samuel Cody, qui donc a le même patronyme et qui va se faire passer ou qu'on va confondre avec Buffalo Bill. Lui-même prétendra qu'il est le fils de Buffalo Bill et Buffalo Bill va être obligé d'intenter des actions en justice contre lui pour montrer que c'est en fait une contrefaçon. Ce qui différencie vraiment Buffalo Bill de ses concurrents, c'est d'abord sa présence, puisque dans ce spectacle-là, il y a un véritable et un authentique héros, reconnu comme tel. C'est aussi la dimension internationale, puisque notamment en 1905, ce n'est pas simplement limité à l'Ouest américain, mais il convoque l'ensemble du monde entier. Et puis c'est évidemment l'envergure exceptionnelle de ces numéros. Vol de chevaux, attaque de diligence, confis historiques. Vanté par les affiches promotionnelles, ce qui attise surtout la curiosité des spectateurs, c'est la présence d'authentiques Indiens des plaines. Parmi la centaine de Sioux que l'on surnomme Braves Peaux-Rouges, grands chefs, guerriers invulnérables, guérisseurs, femmes et enfants, danseurs, s'exhibent dans les plus impressionnants numéros du show. Alors que viennent voir les gens à ce spectacle du Wild West Show ? Eh bien, surtout les Indiens. Parce que les Indiens d'abord montent à cheval, accrus, sans selle, à l'envers, à l'endroit, en poussant des cris un peu caricaturaux, exagérés par le metteur en scène Buffalo Bill. Néanmoins, c'est un spectacle extraordinaire. En 1905, comme en 89, personne n'avait jamais vu ça. Cependant, il y a l'envers du décor. Et donc, il va y avoir des rumeurs. Par exemple, il va y avoir des rumeurs qu'ils sont très maltraités, qu'il y en a qui meurent pendant le spectacle et qu'on n'en sait rien, ou pendant les répétitions. Il va y avoir des enquêtes. Il va être menacé de fermeture 1 ou 2 fois. Et puis, à chaque fois, il va falloir qu'il explique. Et les Indiens eux-mêmes expliquent qu'ils sont là de leur plein gré. Mais la question s'est posée. Pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils ont accepté, finalement, de représenter une civilisation qui a été la leur et que des types leur ont arraché ? À l'époque, le gouvernement américain veut occidentaliser les Indiens. Pour ce faire, outre le fait de les parquer dans des réserves, les enfants en particulier sont envoyés dans des écoles où on leur coupe les cheveux, on leur donne un nom anglais, on les force à parler anglais, on va les vêtir à l'occidental et on les coupe de tout ce qui fait leur indianité. On peut, pour ainsi dire, parler d'un génocide culturel avec cette politique d'assimilation forcée. Buffalo Bill, quant à lui, veut que des Indiens intègrent son show et il veut les montrer dans leur indianité parce que pour lui, c'est ça l'Ouest américain. Il fait pas ça par simple bienveillance, c'est aussi parce que ça sert son show et ça sert aussi
sa vision de l'Ouest. Donc, les Indiens n'étaient pas des esclaves, ils étaient des membres à part entière de la troupe, ils signaient des contrats, leurs droits étaient respectés, et en tout cas de la part de Buffalo Bill, il y avait un véritable respect des Indiens, de leur culture, qui était aussi mise en scène. On voyait des scènes de la vie quotidienne, des scènes avec des danses, des rituels, des coutumes qui étaient présentés au public. Et le fait de montrer les Indiens tels qu'ils sont, c'est montrer les Indiens dans leur quintessence, chose que le gouvernement américain veut éradiquer. D'où la polémique qui enfle autour de la présence des Indiens au sein du show. Massacre. Fusillade. Humiliation. La reconstitution de la bataille de Little Bighorn plonge la piste endiablée dans le chaos. Au cœur de ce vacarme qui suscite l'émoi, se mêlent les cris, la poudre, le martèlement des sabots et les corps qui s'effondrent. Incrédule, le public assiste à l'interminable agonie des Indiens des plaines, pourtant sortis victorieux face au général Custer et son armée. Alors dans le spectacle de Buffalo Bill, les vaincus sont les Indiens. Tandis que dans la réalité, c'est le 7e de cavalerie qui a été complètement détruit et les unités sous le commandement direct de Custer, que Buffalo Bill a connu personnellement, ont été tuées jusqu'au dernier. Et pour l'anecdote, à l'été 1885, Buffalo Bill réussit un véritable tour de force en engageant dans la troupe Sitting Bull, le chef Sioux, vainqueur du 7e de cavalerie de Custer à Little Bighorn. Sitting Bull accepte, il est bien payé pour l'époque, il négocie un contrat de $50 par semaine pour faire un simple tour de piste. C'est l'Indien le plus connu aux États-Unis, mais c'est aussi le plus mal aimé. Et il se fait huer pendant qu'il fait son tour de piste à l'occasion de chaque représentation. Alors pourquoi Sitting Bull accepte de rejoindre le Wild West Show ? Pour lui, d'une certaine manière, c'est finalement avoir un espace de liberté, pas simplement physique, mais aussi symbolique, puisqu'il négocie la présence de 2 interprètes que lui a choisis pour, à l'occasion des interviews, pouvoir être sûr que sa parole, son message, est véritablement véhiculé de manière authentique. Ce que permet le Wild West Show, c'est aux Amérindiens d'être eux-mêmes. Même si, bien sûr, c'est un spectacle, ils voyagent, donc ils ne sont pas filmés chez eux, ils doivent s'exhiber, en fait. Et ils participent à la fabrication d'une image qui n'est pas exactement la réalité. Depuis la création de son show aux États-Unis d'Amérique, Buffalo Bill réécrit l'histoire pour le bien du spectacle. Exploitation de la misère humaine pour certains, sauveur d'un peuple dont les rites et coutumes se consument à petit feu pour d'autres. Esquivant la polémique, l'entrepreneur visionnaire sème le trouble. Il y a des tas de questions et il a fait ce qu'il a pu, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Ils sont là, ils ont l'air un peu clowns, et puis ils perdent des batailles dans le spectacle. Et pourtant, il croit bien faire, lui. Et peut-être qu'il fait bien. En plus,
Dans les réserves, c'était pas très drôle la vie. Alors quand les gars de Buffalo Bill arrivent et disent on fait un spectacle, on va prendre un bateau, on va partir en Europe, on va partir sur les routes, on va aller dans 100 villes françaises, là-bas, loin. Ça vous dit, vous êtes payé, il y a un contrat, vous partez? Ben, pourquoi pas? Surtout que ceux qui ont fait le voyage avant, en 1889, ils sont rentrés, ils ont dit aux autres « Oh, j'ai vu le monde. C'était pas mal, tu devrais essayer. » Donc la génération d'après dit « Ouais, je vais aller faire l'aventure du voyage du Wild West Show. Et je vais montrer à tous ces Français et Françaises ce que c'était la culture de mes ancêtres avant qu'elle n'existe plus. » C'est pas mal quand même. Drapés de leurs costumes cousus main, le teint écarlate, bariolé de raies jaunes, queue de fer, bouclier bleu, cœur noir, ou encore ours solitaire, errent avec dignité au cœur du village éphémère, installé pour quelques heures dans la commune d'Orléans. Aux abords du champ des manœuvres, grands-parents, parents et enfants les guettent dans leur quotidien. Partagés, entre crainte et admiration. Le spectacle et le contact avec le public étaient aussi l'occasion pour les Indiens de se faire un petit peu d'argent en vendant des objets qu'ils avaient eux-mêmes fabriqués. Par exemple, cette paire de mocassins, qui est en fait une paire de mocassins ancienne sur laquelle sûrement on a rajouté pour la vente des perles. Elle a été fabriquée par la femme du chef Iron Tail. Et on voit qu'il y a une étiquette qui montre donc qu'elle était probablement vendue, même si la personne qui l'a reçue dit qu'elle se l'est faite offrir, ce qui est évidemment plus valorisant. À cette époque-là, les costumes sont quand même assez fidèles, encore proches de la tradition, mais néanmoins, il y a une banalisation de ce qui était auparavant réservé aux personnages les plus importants. Donc, dans le show, on va créer une image très stéréotypée de l'Indien, qu'on va représenter tout le temps avec des grandes et magnifiques coiffes de plumes d'aigle. Ces coiffes étaient à l'origine réservées aux gens vraiment très importants, aux chefs. Et là, tout le monde se met à porter des plumes, même les enfants. Ça devient le symbole de l'Indien. C'est comme ça que les gens veulent le voir. C'est comme ça qu'eux, désormais, vont aussi vouloir se montrer. Et je crois que c'est quand même cette image-là qui a dominé ensuite. Si le Buffalo Bill's Wild West imprime cette représentation détournée de l'Indien, l'émergence du spectacle de grande envergure coïncide avec l'avènement du cinématographe. Contemporain des frères Lumière et de Georges Méliès, Buffalo Bill cristallise le mythe westernien. Du chapiteau à la grande toile, il n'y a qu'un pas. Lorsque le cinéma s'empare du genre du western, il surenchérit ce que le Wild West Show a déjà présenté dans ses spectacles. Notamment en montrant systématiquement des Indiens en train de hurler pour s'attaquer aux pionniers qui traversent l'Ouest américain, mais aussi des scènes d'action du style le rodéo, les attaques de diligence, l'arrivée providentielle d'un groupe de cow-boys ou plus tard de l'armée américaine pour sauver les braves pionniers attaqués par les Indiens. Toutes ces scènes qui sont créées dans le Wild West Show trouvent leur place dans les scènes au cinéma. Il y a aussi des contraintes techniques qui expliquent pourquoi certains clichés sont propres au cinéma. Par exemple, le fait de voir des pionniers former un cercle avec leurs chariots pour se défendre des Indiens qui leur tournent autour.
En fait, la raison pour laquelle les Indiens leur tournent autour dans les westerns au cinéma, c'est parce qu'il faut que les Indiens rentrent dans le champ. Sauvages, hostiles et violents, réduits à de véritables machines à tuer. Plus que jamais, les méchants Indiens se devaient de capituler face aux gentils cow-boys. Au cœur de ce monde sauvage, comme ce fut jadis le cas sur la piste du Wild West, l'homme blanc doit triompher. Les Indiens, dans les westerns, représentent un élément narratif fort commode, parce qu'on a besoin justement de cette vision manichéenne. On a besoin des méchants, et on les a tous trouvés. C'est les Indiens. Et ça sera repris systématiquement dans tous les premiers westerns, jusque dans les années, on va dire, 50-60, où là, on commence à voir une inflexion dans la vision des Indiens. Mais pendant plusieurs décennies, les Indiens seront toujours les méchants à combattre. Au firmament de son existence, le showman à la carrure fatiguée s'improvise producteur de films. Celui qui foula jadis les planches dans son propre rôle s'éprend d'une soudaine nostalgie. Trottant sur son fidèle compagnon de route, sa révérence, c'est devant les caméras qu'il l'attire. Un des premiers westerns va mettre en scène la vie de Buffalo Bill. Il va s'intituler The Life of Buffalo Bill et va être tourné en 1912. Et il va lui-même jouer dans ce film. Donc il va être capable de passer du théâtre au spectacle vivant, du cirque, au cinéma. Si Buffalo Bill s'est lancé dans l'industrie naissante du cinéma au tout début du XXe siècle, c'était pour renflouer les caisses, puisqu'il commençait à éprouver de sérieuses difficultés d'un point de vue comptable, et c'était aussi une manière de faire la promotion de son spectacle. L'ironie de toute cette histoire, c'est que le Wild West Show va connaître un immense succès, pratiquement planétaire. À certaines périodes, Buffalo Bill et sa troupe vont gagner énormément d'argent. Et pourtant, tout va s'écrouler parce que ce spectacle ne va plus plaire à partir d'une certaine époque, à cause justement du cinéma et du développement des westerns. Ce qui rend ce personnage de Buffalo Bill intéressant, c'est à la fois son côté nostalgique d'une période qui vient de se terminer, mais aussi sa capacité de saisir les mutations économiques, technologiques de l'Amérique de cette fin de siècle et de l'exploiter dans son spectacle. Donc c'est un personnage qui regarde vers le passé et regarde vers l'avenir. C'est difficile de comprendre la fin d'un monde, surtout un monde dans lequel on vit. C'est difficile de comprendre les mutations, de les saisir au moment même. Surtout que ce n'était pas un professeur d'université, ce n'était pas un intellectuel. Donc il a été capable quand même de réfléchir sur son époque. Il a été au bout de ce qu'il voulait faire, au bout de ce qu'il savait faire. Il a inventé ce concept de spectacle historique qu'il a transporté à travers l'océan Atlantique pour nous ici qui ne connaissons rien du tout à cette époque-là, à ce qui se passe en Amérique. Est-ce qu'il a réussi? Oui. Est-ce que ça lui a demandé des efforts? Oui. Maintenant, est-ce qu'il a montré la vraie vie dans le Far West? Non. Eh bien, c'est pas grave, parce que ça n'était pas son intention. Est-ce qu'il a inventé le merchandising et le marketing? On peut dire du mal de ça. Oui, c'est vrai. Mais le gosse français en 1905 qui rentre à la maison avec son Stetson là et qui rêve qu'il va monter à cheval un jour comme Buffalo Bill, bah, pendant 1 heure, il est hyper content. Et même peut-être qu'il a gardé ce chapeau pendant des années. En 1905. On est 10 ans avant la Première Guerre mondiale. C'est pas merveilleux, ça? Donc tant mieux s'il invente un truc. Tant mieux si, pour divertir les foules, il fait du spectacle. C'est ça, Buffalo Bill et le Wild West Show. C'est du spectacle.
Marseille, 12 novembre 1905. La dernière représentation touche à sa fin. Après un salut final sous un déluge d'applaudissements, la troupe pittoresque du Buffalo Bill's Wild West disparaît aussi rapidement qu'elle est arrivée. Après la France, la tournée d'adieu se poursuit dans le reste de l'Europe. En Italie, en Belgique, en Hongrie, en Allemagne. Partout où il se produira, le plus grand show du monde laissera une vive empreinte dans l'imaginaire populaire. Une vision de l'Amérique gravée pour toujours, dans les cœurs et les mémoires de plusieurs générations de spectateurs. Qui n'a jamais rêvé de jouer aux cow-boys et aux Indiens? Qui n'a jamais été saisi par cette envie de liberté au galop? Qui ne s'est jamais imaginé devenir un jour un héros?